a le changement des formes qui est mimétique, mais qui ne change pas le fonctionnement des sociétés. Par exemple, dans plusieurs pays de la planète, on a adopté le mode vestimentaire occidental. Mais ça ne signifie pas que le fonctionnement des sociétés, les comportements et les pratiques individuelles et collectives changent. Après, on a un autre type de changement qui est le changement du fonctionnement des sociétés. Dans le Moyen-Âge, on croyait que c'était la loi divine qui organisait la société. Et avec la modernité, on passe à une conception autre de la loi, qui est la loi humaine. Or, il y a une différence immense entre la loi divine sur laquelle on ne peut pas prise et la loi humaine qui vient des hommes, donc qu'on peut changer. Le changement n'est pas universel. Ça veut dire toutes les sociétés n'ont pas dans leur patrimoine culturel l'idée du changement. Maintenant, il y a des sociétés qui connaissent les mots changement, mais qui n'ont pas l'idée de changer leur comportement et leur tradition, donc ils n'ont pas l'idée d'engager leur action en faveur du changement. Et vous les voit avec les politiques occidentales, par exemple, de coopération, combien les sociétés qui sont la cible de la coopération attendent les changements de l'Occident. Une anecdote que je trouvais très parlante. J'ai parlé du changement un jour devant un public qui était mélangé, européen et africain, et il y a un Sénégalais qui me dit « Mais madame, tel que vous dites les choses, ça changera en Afrique le jour où un tronc d'arbre sera transformé en caïman. » Donc, on ne doit pas croire que le changement est quelque chose de naturel, il est culturel, comme tout, et on ne doit pas croire aussi qu'il est en dehors du temps. Et ça veut dire qu'il est atemporel, parce que comme il est lié avec la culture de chaque société, ça change aussi, la perception qu'on a du changement, ça change aussi avec le changement culturel. Je donne un exemple qui nous concerne beaucoup aujourd'hui. Les sociétés occidentales ont perdu la valorisation du changement. On est englué dans un tas de problèmes aujourd'hui et la question du changement ne se met pas. On parle de changement, mais on ne le met pas en œuvre. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une réforme, vous me direz que les réformes qui nous viennent sont plutôt malheureuses, il y a des réactions de tous les côtés. Je ne vais pas dire que ça ne change pas, ça peut changer ici. On peut redécouvrir l'effectivité du changement, comme ça peut changer dans d'autres sociétés qui, pour le moment, n'ont pas l'idée du changement, mais ils peuvent l'inventer, l'emprunter et la mettre en action. La première condition sine qua non du changement, c'est la liberté individuelle et collective de remettre en question l'ordre social reçu par la tradition et de se proposer de le changer. Par exemple, les physiciens au XVIe, XVIIe siècle remettent en question l'idée que le monde a été créé par Dieu. Et ils proposent d'autres explications qui se veulent rationnelles et ainsi de suite. Le génie de l'Occident, c'était d'admettre qu'une vérité n'est pas éternelle et que la génération d'après peut trouver sa propre vérité. Maintenant, la remise en question de la tradition,
n'est pas du tout un fait universel. Je veux dire, la plupart des sociétés de la planète considèrent que lorsqu'ils contestent les vérités données par la tradition, par exemple par la religion, c'est une trahison de la tradition. Donc en Afrique, on vous dit, la tradition c'est comme ça. Hein? Ça veut dire que si c'est comme ça la tradition, je ne peux pas la remettre en question et bien sûr, je ne peux pas la changer. Il y a une deuxième condition sine qua non, à mon avis, c'est l'action des acteurs à l'intérieur de la société concernée. Et pourquoi c'est tellement important que ce soit les acteurs qui engagent leur action? Parce qu'ils sont les seuls à savoir qu'est-ce qu'il fait mal dans la société et les seuls à pouvoir prendre la responsabilité du changement. Pour qu'il y ait changement, il faut donc la liberté individuelle et il faut le changement de la culture, des cultures de chaque société. Lorsque, si on veut prendre la question de la coopération au développement par exemple, nous avons des diagnostics qui sont élaborés de l'extérieur hein, et des solutions qui sont également élaborées de l'extérieur. Or, les diagnostics qui sont élaborés de l'extérieur sont réalisés en fonction des intérêts propres hein, des pays qui veulent changer les autres et en fonction des valeurs propres. Intérêts propres, on les voit depuis des siècles, mais là, les derniers temps, et la manière dont l'Occident intervient évoquant les droits de l'homme, par exemple, alors que la vraie question, c'est le pétrole. Pensez qu'il y a encore 30-40 ans, on proposait, voire on imposait à l'Afrique la construction d'un État de type occidental. Et parce que c'était notre problème à nous. Ça veut dire on croyait que l'État était régulateur, etc., etc. Et 20 ans après, on change de position ici, on embrasse le libéralisme et c'est au marché de réguler les sociétés. On projette cette même idée sur l'Afrique. Après, ici, comme on avait les problèmes de la démocratie déclinante, on a pensé qu'il fallait mobiliser la société civile. Et on a appelé ça la participation de la société civile à la prise de décision. On importe, on exporte la même idée. Le changement ne peut pas venir de l'extérieur parce que ça n'engage ni les imaginaires locaux, ni l'action locale. Et d'où les échecs. Hein, d'où les échecs. À chaque fois qu'on a voulu changer une société de l'extérieur, ça n'a pas marché, voire ça a donné des effets pervers. Mais là où il faut être attentif, c'est que des éléments de l'extérieur peuvent être empruntés par les acteurs d'une autre société et à partir du moment où c'est leur propre choix, ça engage aussi leur action. Là où il faut être très prudent, c'est de ne pas croire que l'élément qu'on emprunte à une autre société reste tel quel lorsqu'il est transféré dans une autre société. Il change nécessairement par les imaginaires et par les besoins de ceux qui les empruntent et aussi par leur histoire. Hein. On ne peut pas prendre les droits individuels tels qu'ils ont été élaborés en Occident pendant 3-4 siècles et les appliquer tels quels dans des sociétés qui viennent d'une autre histoire. Et le changement est indéterminé. Ça veut dire on peut le poser comme but, hein, mais pour des raisons diverses qu'on ne peut pas analyser ici, ce qu'on a comme résultat final, ce n'est pratiquement jamais ce qu'on avait posé comme finalité au départ.
Donc dans ces cas, ce que j'ai envie de dire d'une manière ironique, on peut faire autant de cadres logiques qu'on veut. Hein. Ce qu'on aura après, ce qu'on aura comme résultat final, c'est quelque chose que personne n'a prévu. Il y a des formes anciennes qui se déplacent dans des formes nouvelles. Un cas typique, c'est le déplacement du pouvoir divin ou des significations avec lesquelles on avait construit le pouvoir divin, dans le christianisme par exemple, vers le pouvoir terrestre, vers le pouvoir d'État. Donc on retrouve dans la construction du pouvoir terrestre des attributs qu'on avait avec lesquels on avait construit les pouvoirs divins, par exemple la pluralité. Hein, la pluralité. Dieu chrétien est un, mais il est fait de trois figures divines. Le pouvoir terrestre est un, mais il est fait de plusieurs figures de pouvoir, le pouvoir judiciaire, le pouvoir administratif, etc. Mais il est un, comme Dieu. De la même manière que Dieu était supposé organiser les sociétés d'en haut et de les réguler, de la même manière, les pouvoirs politiques régulaient, parce que ce n'est plus le cas, hein, mais régulaient pendant 3 siècles la société d'en haut. Et de la même manière que Dieu assurait l'unité de la société, les pouvoirs politiques avaient comme tâche principale, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, d'assurer l'unité de la société. Il y a une autre manière, un autre mécanisme, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Ça veut dire on oublie des significations, hein, des valeurs, et, mais l'oubli n'est pas une manière, c'est une manière apparente de faire du changement, dans la mesure où ce qu'on a oublié se déplace justement vers d'autres formes. Je donne un exemple. Il y a des sociétés qui sont en bagarre, en lutte pendant des siècles. Hein. Et à un moment donné, pour X ou autre raison, l'ennemi traditionnel est oublié. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a, à la place des rapports conflictuels avec les autres, qu'on a des rapports pacifiés. La conflictualité des rapports sociaux qui a été oublié concernant tel ou tel ennemi se déplace vers un autre ennemi. Après, il y a une autre manière de faire du changement, c'est la régression. Ça veut dire, c'est le retour à des formes sociales anciennes. Je pense par exemple que dans notre conjoncture, on est dans une régression considérable. La régression monarchique que nous avons actuellement en France, c'est quelque chose qui est relativement nouvelle. Je vais dire l'ampleur et l'intensité qu'elle a prise ce retour à un pouvoir qui peut décider tout seul, qui peut utiliser l'article 49.3 quand il veut, comme il veut, etc. Aussi, la dissolution des collectifs qui, il y a encore 30-40 ans, militaient pour l'intérêt général et leur remplacement par des petits collectifs qui est chacun omnibilé par ses propres intérêts, c'est une véritable régression vers des formes passées du collectif, lorsque par exemple on considérait que le collectif c'était la famille ou les gens qui ont le même sang ou les gens qui ont la même religion. Mais ce que je voulais dire, que la régression n'est jamais à l'identique. Ça veut dire on ne répète pas exactement le passé, hein, on répète, mais d'une manière
mais d'une manière différente. Et c'est là où on peut dire que c'est une forme de changement. Je prends la question de l'individualisme. L'individualisme, lorsque la modernité a commencé à élaborer l'idée d'un individu qui pense par lui-même, qui est libre de ses actions et de ses pensées, l'individu qui a été élaboré, c'était un individu qui pouvait penser par lui-même, mais en même temps qui était intégré dans les grands collectifs et qui a accordé les primats sur les grands collectifs. Là, il y a une inversion de cette primauté du collectif sur l'individu et une radicalisation de l'individualisme qui crée un autre type de société. Ça veut dire qu'on a maintenant des individus qui sont repliés sur eux-mêmes. On a d'autres radicalisations qui se mettent aussi en place, par exemple l'ampleur qu'a pris l'intérêt économique, l'intérêt matériel. Je veux dire, il y a encore 40 ans, bien sûr que les individus étaient soucieux de leurs intérêts matériels, mais il y avait d'autres considérations qui jouaient aussi. Il y avait l'intérêt commun, il y avait la morale, il y avait les soucis du collectif, alors qu'aujourd'hui on voit que la radicalisation des intérêts économiques a pris le pas aussi bien sur le politique que sur le moral et que sur d'autres considérations éthiques, etc.